Clara Dupont-Moreau est née le 7 octobre à la fin des années 70. Toute fin. À Paris. Après des études littéraires à la Sorbonne, elle obtient une maîtrise en ancien français. Journaliste, elle œuvre pour le magazine Cosmopolitain avant d'entrer à l'âge de 24 ans à Montréal. Parallèlement, elle intervient régulièrement à la radio dans l'émission On refait le monde diffusée sur RTL. Puis en 2009, la voilà dans l'équipe de la matinale sur Canal+, et bientôt dans celle des Affranchis sur France Inter. À la rentrée 2012, elle présente l'émission littéraire Clara et les Chics Libres, le samedi sur France Inter, avant de mener sur cette même radio, durant l'été 2013 et 2014, ça a dû être un moment assez épique de ma vie, l'interview politique de 7h50 sur la matinale. Par ailleurs, chroniqueuse littéraire, elle a intégré de septembre 2014 à octobre 2023 l'équipe de Charline Vanellope. Romancière, Clara débute en 1998 avec Éova Luciole, chez Grasset, qui publie avec succès nombre de romans historiques tels que La folie du roi Marc, La passion sur le duel, Le roi disait que j'étais le diable, ou encore La révolte. Mais aussi des romans contemporains comme L'histoire de prostituée ou Nestor pour les femmes. Après avoir été sélectionnée plusieurs fois sur les listes des Grands Prix d'automne, elle obtient le prix féminin, le prix concours de lycéens et le prix Landerneau des lecteurs en 2021 avec S'adapter, qui raconte l'arrivée, publié par Stock, qui raconte l'arrivée d'un enfant handicapé dans une famille. Son dernier roman en date, le 9e, intitulé La confrontation, a été publié à l'automne 2025 chez Albin Michel. Enfin, on passe à la troisième casquette, celle d'éditrice. Après avoir œuvré chez De Noël, puis chez Lattès à partir de 2019, Clara Dupont-Moreau est dorénavant responsable de la non-fiction chez Boucher-Chastel. Avant d'en arriver à la confrontation, juste un petit mot sur votre passé. Je vous disais, le mari oublié d'Iseux dans le mythe de Tristan Iseux, le combat d'une femme du XIIe siècle, Juliette, qui refuse les dictats d'un monde, Aliénor d'Aquitaine et le roi Louis VII, Aliénor et Richard Camelot. Et d'où vous vient, la réponse peut-être un peu prévisible, mais d'où vous vient cette appétence pour les romans historiques, voire médiévistes, de vos études, de votre plaisir de cette langue? Racontez-nous un peu ces débuts historiques, si je puis dire. Moi, il y a eu un changement dans ma vie qui s'est passé quand j'étais toute jeune fille et quand je suis arrivée à l'université et que j'ai découvert l'ancien français. Alors, ça n'est pas une discipline d'avenir, non, et c'est peut-être pour ça qui m'a plu, mais j'ai découvert notre langue, les aïeux, la version ancestrale de notre langue que nous parlons aujourd'hui. Et pour étudier cette langue, il fallait évidemment étudier les textes. Et c'est là où j'ai découvert les grands textes médiévaux qui, en vérité, ont façonné nos imaginaires, notre littérature, qui a infusé, en vérité, sur des siècles et des siècles jusqu'à maintenant, qui a une importance décisive, qui sont les grands textes médiévaux comme Tristan Iseux, que tout le monde connaît au moins de nom, sans forcément l'avoir lu, mais on les connaît, la farce de Renard, mais tout le grand panorama des chevaliers de la table ronde, du roi Arthur, de Lancelot, etc. Tout cet imaginaire qui nous a façonnés et qui est d'une modernité où franchement, nous en 2026, on aurait des leçons à prendre. Donc après, on vient m'expliquer que le Moyen-Âge est plus archaïque que nous. Par bien des aspects, c'est exactement l'inverse. Et j'étais très frappée à chaque fois de voir combien le Moyen-Âge avait mauvaise réputation. Et j'enrageais souvent quand je voyais mes confrères des médias dire l'adjectif moyenâgeux pour dire que quelque chose était, alors dans l'ordre, obscurantiste, sanguinaire, en général ça parlait de Daesh, super, merci. Et donc ça m'énervait tellement qu'à France Inter, j'avais monté un prix qui s'appelait le Couillard d'or. Le Couillard étant cette catapulte du Moyen-Âge qui donc ressemble à ce qu'on imagine, et d'où le nom Couillard, car le Moyen-Âge est incroyablement paillard et drôle, bien plus drôle que nous, vous me direz c'est pas difficile. Et donc le Couillard d'or, je le décernais alors une semaine au Parisien, une semaine à Libération, une semaine à BFM TV, à tout ce que vous voulez, parce qu'au moment où l'un d'eux avait dit ou trop dit moyenâgeux pour décrire quelque chose qui était complètement sanglant et bas de plafond.
Donc, bon, ça a tellement râlé après que j'ai dû arrêter, j'étais convoquée par la direction, mais j'ai quand même décerné 3-4 couillards d'or, et dont les directeurs de rédaction se souviennent encore. Et donc, mais c'est pour vous dire à quel point, j'étais, encore maintenant, hein, je suis très étonnée quand je relis Tristan et Iseult, le personnage d'Iseult étant d'une modernité hallucinante. C'est Aliénor d'Aquitaine, elle est dure, elle est stratégique, elle est rusée, menteuse. Et à l'époque, la société exclusivement masculine était terrifiée par Iseult quand ils entendaient ses aventures. Mais rien que ça, et je me suis débrouillée, je m'étais fait une promesse en me disant, bon, je ne ferai pas ma carrière dans l'ancien français, la vie en a décidé autrement, je suis devenue journaliste dans un premier temps, mais cet amour du Moyen-Âge, je vais le distiller, en fait il va ourler ma vie de bout en bout. Et c'est le cas parce qu'en fait, mes romans, il y a tout le temps du Moyen-Âge dedans. Tout le temps. Je vous prends un exemple, alors même qu'on dirait que pas, mais s'adapter, dont on va reparler, les pierres parlent. Quelle autre période que le Moyen-Âge adore animer l'inanimé? C'est ultra médiéval. Au Moyen-Âge, on donne des prénoms aux cloches, parce que c'est elles qui rythment le temps des paysans. Donc c'est tellement familier, le son médiéval le plus entendu par la société à ce moment-là, c'est la cloche. Donc on les appelle Bernadette, Marie. Il y a toutes ces croyances extraordinaires et magnifiques, somme toute très païennes, du Moyen-Âge qui consistent à justement faire parler l'inanimé. C'est exactement ce que je mets en place avec S'adapter. Donc vous avez voulu réparer l'injustice, c'est ça? Quand même pas. Quand même pas. Mais non, mais c'était un vrai moteur parce que il y avait là une sorte d'impensé. Et en fait, vous trouvez d'autres biais, par exemple la confrontation, on va en reparler aussi tout à l'heure, mais la confrontation, c'est une joute médiévale. Comme deux chevaliers qui s'affrontent en tournoi, les deux hommes ne se voient pas. Au Moyen-Âge, vous avez le roum et on ne se voit pas. On va y venir, ouais. Voilà, et c'est réellement une joute. Et comme le Moyen-Âge, et contrairement à nous, n'a pas du tout mis la violence de côté, au XXIe siècle, nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, je prends juste cette notion de violence. Nous sommes dans une époque, je trouve, où la violence, on met un couvercle dessus, on la maquille et on la planque. Résultat des courses, elle ressurgit avec 10 fois plus d'intensité. Et juste un exemple, pour virer quelqu'un, on dit qu'on le remercie. Pardon. Bah non. Donc voilà, on maquille. C'est plus. Résultat, c'est ultra violent. Le Moyen-Âge a tout à fait intégré qu'une violence est inhérente à toute société, et donc plutôt que de mettre un couvercle dessus, il la codifie. Donc le Moyen-Âge est une période incroyablement ritualisée, où il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Et notamment, on n'a pas le droit de tuer son adversaire, sauf à la guerre, mais on ne tue pas son adversaire au moment de la guerre. Autre pan, semble-t-il, de votre œuvre, ce sont les ouvrages consacrés à l'altérité, en fait. Qu'ils soient celle d'hier, du Moyen-Âge, ou l'altérité du XXe siècle. Ainsi, de l'obèse dans Nestor en les armes, de la prostituée dans l'histoire d'une prostituée, ou encore de l'enfant handicapé inspiré par l'histoire de votre frère dans S'adapter. Cette altérité, cette notion d'altérité, c'est aussi quelque chose qui vous tenaille depuis longtemps? Alors non, parce que je ne suis pas très altruiste, hein, je pense. L'altérité, ce n'est pas l'altruisme. Ah bon? Bah quand même. Attendez, je suis en train de réfléchir. Bon, c'est bien pour une fois qu'il y a plus de réponse, 20 minutes. Donc on va réfléchir. Et... Non, c'est l'idée que je sais que quelque chose est mon moteur depuis toujours, c'est que l'idée de l'identique m'ennuie. Le semblable n'a aucun intérêt. J'adore l'idée, pour le coup, de la différence. Alors évidemment, ayant grandi avec un frère handicapé, c'est sûr que ça aide. Mais cette idée de différence, je ne l'ai jamais considérée comme un poids ou un frein. Et pour moi, c'est exactement l'inverse. Et je suis assez désespérée aussi, c'est vraiment la fille réac, ça fait 2 fois que je dis que la modernité ne me convient pas, mais par exemple, la société des réseaux sociaux m'épouvante parce que c'est l'ère de l'identique. Et ça, pour moi, c'est une faille intellectuelle, affective, absolument majeure, qui inaugure des générations, je ne sais pas ce que ça donnera, mais sur les réseaux sociaux, ce principe du semblable
je pense que c'est une erreur fondamentale, puisqu'on est en contact avec des gens qui pensent comme nous, c'est le principe de la communauté, il n'y a aucune aspérité, on ne sait plus débattre sans méchanceté ou sans haine. Enfin, ça dénote un rapport à la différence qui, pour moi, façonne quand même un mental collectif qui, pour moi, me pose souci, quoi. J'en reviens à s'adapter, justement. Vous avez obtenu tous les lauriers, en fait, de nombreux lauriers, avec ce roman qui a été un best-seller formidable. Et je me disais, est-ce que c'était pas justement particulièrement précieux à vos yeux que le grand succès arrive avec ce livre-là, justement? Si, c'était une aventure mais merveilleuse, d'autant que peu de gens y croyaient dès la base, en fait. Les professionnels autour de moi y croyaient qu'à moitié, et les médias, je me souviens de mon attaché de presse qui s'arrachait les cheveux, parce qu'avant que le succès ne monte en librairie, d'abord, parce que c'est quand même un travail de libraire qui ont porté le livre, il y avait assez peu de médias, et mon attaché de presse, on en rigolait, parce que la phrase qu'elle entendait tout le temps, Solveig, c'était non, on va pas inviter Clara, parce que, je cite, le handicap, virgule, c'est pas fédérateur. Et j'aime autant vous dire que quand après, vous voyez les prix qui tombent et tout, là, vous savourez quand même. Comment votre famille a-t-elle réagi devant ce succès, justement? Alors, je viens d'une famille protestante sévenole, donc inutile de vous dire que et moi, et ça c'est, enfin même ma famille proche, mais c'est très difficile d'avoir l'ego qui déborde. Hein. Ah oui, ça c'est très très difficile. J'ai des enfants qui m'imitent au petit déjeuner en train de faire la promo de s'adapter. Donc ça fait toujours plaisir. Et pour vous donner un exemple, quand s'adapter avant qu'ils sortent en librairie, je voulais quand même que ma famille proche, mes frères, mes sœurs et mes parents lisent le livre. Et donc je leur ai envoyé par ordinateur, quoi, en leur donnant un ultimatum, parce que sinon vous attendez 10 ans. Donc je leur ai dit, dans 5 jours ça part en impression, je voudrais que vous le lisiez, pour ne pas être mis devant fait accompli. Mais pour info, puis si quelque chose vous gêne vraiment, je changerai évidemment. S'écoule 3 jours, le premier coup de fil, c'est mon frère. Il me dit, bon Clara, c'est moi. Écoute, j'ai lu, très bien écrit tout ça, bon, on s'en fout, parfait. Vraie question, qui va acheter ça? 2 heures après, quand il y avait l'ultimatum, coup de téléphone, ma mère. Oui maman, elle est dans la salle, elle est dans la salle. Je l'embrasse. Et elle me dit, bon ma chérie, c'est moi, écoute, j'ai lu très bien écrit, tout ça, on s'en fout. Alors, vraie question, qui ça va intéresser? Texto. Et ma dernière petite voilà. Et ma dernière petite sœur, je lui dis, t'as lu? Elle me dit, oh là, lentement, hein. Oh là, je vais par gouler, elle me dit. Je prends un peu d'air, j'y vais par gouler, je lui dis, à la page combien? Bah, 20, 22. Après, je dis, ok. Donc, avec une. Comment vous dire? C'est compliqué d'avoir l'ego qui déborde avec une famille comme ça. Mais c'est très bien parce que ça vous calme. Alors là, je vais vous dire. Alors, 4 ans après s'adapter, ce grand succès, vous voici de retour dans les librairies avec La Confrontation, pour le coup chez Albin Michel. Et je me disais, c'est comme une récréation quand même, après s'adapter dans votre œuvre, où plutôt vous écrivez, et ce mot est très joli dans votre préface, vous dites, c'est comme une farce. Une farce qui, on en revient au Moyen-Âge, reste une forme de désacralisation, un espace de fantaisie, de satire et de transe. Cette notion de farce, elle et celle aussi qu'on peut mettre dans un plan, hein, elle vous plaît Ben ça, vous voyez, c'est l'héritage du Moyen-Âge, toujours, puisqu'au Moyen-Âge, on rigole beaucoup, et au Moyen-Âge, il y avait des pièces religieuses qui étaient jouées sur les parvis d'église, et très fréquemment, il y avait une groupe de comédiens qui surgissaient et qui faisaient n'importe quoi, qui fracassaient la pièce, qui maniaient l'absurde, ou alors qui distordaient un fait de la société qui faisait rigoler tout le monde. Et le fait que ces gens surgissent comme ça sur les parvis d'église, c'est associé au mot en cuisine que nous avons aujourd'hui, qui est le mot farcir, puisque à un moment, vous glissez quelque chose dans un corps qui est déjà présent, quoi. Donc en fait, ça a donné le verbe farcir en cuisine. Et cette idée de farce, moi, me faisait d'abord beaucoup rire,
Et ensuite, c'est le principe de grossir un trait qui est autour de nous. Vous le grossissez, mais ça reste crédible. C'est vachement difficile à faire en fait. Hein. Ça reste quand même crédible. Et en fait, in fine, vous n'êtes jamais très loin de la vérité. Parce qu'en fait, vous n'avez fait que... Vous avez poussé le curseur un tout petit peu plus loin. Alors la confrontation est un dialogue, est un huis clos, et principalement construit autour d'un dialogue entre un négociateur du GIGN et un preneur d'otages dans une école maternelle de Vernay-sur-Seine, dans les Yvelines. Qui n'existe pas. Alors on peut s'empêcher de penser tout de suite à Nicolas Sarkozy et sa prise d'otage dans une maternelle de Neuilly-sur-Seine le 13 mai 1993 par un homme qui se fait appeler Human Bond. D'ailleurs, vous l'évoquez dans votre roman, mais j'imagine que ce n'est pas ce fait divers qui fait partie de vos principales inspirations. Donc, quelles étaient vos inspirations et quand avez-vous songé à ce scénario? Alors, moi j'aime bien tout ce qui est un peu militaire. Alors, je dis que c'est pas de bouche, mais j'ai fait un peu d'hélicoptère, je fais un peu de tir, ça m'intéresse. Et vos sauts en parachute, etc. Alors là, je l'ai pas fait parce que j'ai le vertige. Mais par ailleurs, c'est assez logique aussi, parce que si on s'intéresse un peu au Moyen-Âge, ce qui est la grande période là aussi de stratégie sur le champ de bataille, il y a quelque chose dans l'ordre des grandes batailles qui m'intéresse beaucoup. Et depuis longtemps, j'avais en tête cette idée du principe de la négociation. C'est-à-dire que quelqu'un du GIGN, alors ça peut être le RAID aussi, mais la grande différence entre le RAID et le GIGN, alors le GIGN c'est l'armée, le RAID c'est la police, et le GIGN, le négociateur du GIGN, et ça c'est vrai, entame une négociation équipée en cas d'assaut. Donc le GIGN démarre sa négo, il a ses 30 kilos de matériel sur lui, et si jamais ils doivent intervenir, il en fera partie. Le RAID, le négociateur, peut faire sa négo en jean et polo, il n'interviendra pas. Quand vous discutez avec le GIGN, ils vous disent ça change tout. Parce que on ne peut pas faire n'importe quoi, on sera aux premières loges s'il faut percer la porte et aller à l'assaut. Alors, le RAID vous dit ça change tout aussi en mieux, parce qu'il y a une petite rivalité entre les deux, ils ont beau s'en défendre, il y a quand même une petite rivalité entre les deux. Et moi, que je trouve hyper intéressante. Et depuis longtemps, je trouvais que le fait de déminer une situation extrêmement périlleuse, puisqu'il y a des vies en jeu quand même, uniquement avec les mots, si ça c'est pas un truc d'écrivain, c'est la joute verbale dont vous parliez tout à l'heure. Ouais, c'est parce que dans une négociation, très souvent le forcené est retranché, donc il ne se voit pas, les deux adversaires, donc ça n'est que la puissance de la voix, c'est pas pour rien que j'ai fait de la radio longtemps, j'adore ça, donc il y a cette puissance vocale, et surtout, ça se joue sur des mots. Et le fait que cet hommage au langage vienne en plus d'un corps d'État, l'armée, qu'on appelle la Grande Muette, c'est quand même génial. D'ailleurs, c'est impressionnant, je me disais, vous avez pu quand même pas mal enquêter sur les méthodes des négociateurs, oui. Parce que c'est vrai que pour avoir lu, moi, personnellement, des polars écrits par des négociateurs, je trouve que vous avez bien compris les clés de leur métier, de leur science. Alors ça, c'est pas moi directement, mais j'ai eu la chance d'être intégrée au sein de cette espèce de forteresse qui a posé au fin fond des Yvelines. C'est une espèce de truc monumental, tous les murs sont lisses, il y a des caméras, vous faites un demi-pas dans les hyper filmé, et j'ai mis 20 minutes pour trouver l'interphone, le mur est immense et tout lisse, et en fait j'ai pu être reçue par le commandant de la cellule négociation du GIGN, et qui très gentiment en fait m'a reçu plusieurs fois, donc à m'expliquer leur métier. J'ai pu passer du temps avec ils sont sur une table ovale comme ça, ils ont des casques, et ils sont en lien tout le temps. À un moment, ils se sont tous levés avec une démarche de chat hyper zen, hyper souple. J'ai cru qu'ils allaient prendre un café. Et en fait, ils étaient appelés par une école parce qu'il y avait une intrusion d'un gars. Et en fait, c'était un papa qui devait voir son enfant qui était en instance de divorce et ça dégénérait. Et du coup, il y avait intrusion signalée dans une école maternelle juste à côté. Donc moi, je les ai vus partir avec une espèce de zénitude. Et il m'a vraiment... Et notamment, j'ai appris, et je suis sûre qu'alors que nous aimons les mots, vous et moi, est-ce que vous connaissiez le mot synergologie? Bien sûr que non. Eh bien moi non plus. Quelqu'un connaît ici ou pas?
pas moi non plus. Et il m'a dit, le commandant m'a expliqué que c'était l'étude de tout le langage paraverbal. C'est-à-dire, alors c'est pas, comme il ne voit pas les visages, c'est bien sûr... silence. Exactement. C'est le micro-silence entre les phrases, c'est l'infime tessiture de la voix. Il parle d'arrière-ton d'un silence. Vous imaginez l'acuité qu'il faut, parce qu'il faut réussir en fait à susciter la confiance, mais pas la sympathie. Il faut arriver à infléchir sa logique, mais ça veut dire que vous la comprenez, mais que vous ne la validez pas. C'est un exercice de funambule, en fait. Et vous avez des vies en jeu, hein, quand même. Et ça me semblait tellement... J'admire tellement ça que je me suis régalée, quoi. Mais ils vous ont accepté, vous avez juste dit...